Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous les quatre réunis. En tous les cas, merci beaucoup d'être présents ce matin pour ce webinaire sur comment remettre le collectif en mouvement. On va commencer maintenant. Sur le côté droit, vous avez bien sûr le chat et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra dans 45 minutes à la fin de la présentation. Voilà, et on vous enverra sur notre mail tout le replay et les éléments qu'on vous présente à l'issue de ce webinaire. Donc on y va. Alors l'incertitude dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous conduit, pour nous protéger, à développer encore plus notre individualisme, à revendiquer et à défendre notre identité unique. Cependant, nous ne comptons plus les exemples qui prouvent que le collectif est une réponse à tous les enjeux actuels. La crise sanitaire, le dérèglement climatique ou l'attention à notre santé mentale. Aujourd'hui, il est essentiel de prendre conscience de la force du collectif pour agir efficacement. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il en va de même pour le monde professionnel. Le culte de la performance individuelle comme gage de la réussite de l'entreprise est en train d'arriver à son terme, au profit de l'efficacité collective. Le collectif devient de plus en plus cet espace de confiance et de développement propice à l'action face à cette incertitude. Humans Matter, en collaboration avec FNC, accompagne les managers et leurs équipes afin de revenir à des fondamentaux concrets et réels pour mieux connaître leur collectif. L'observation d'humains par des humains, la capacité à apprécier l'émotion, les interactions, les relations à l'intérieur d'un collectif afin de se reconnecter avec son authenticité et sa valeur. C'est ce que nous allons partager avec vous ce matin dans ce parcours que nous proposons avec comme thème « Comment remettre en mouvement le collectif ». Alors, nous sommes 4 à présenter aujourd'hui ce webinaire. Je vais laisser les uns et les autres se présenter par ordre d'apparition au tableau. Willem, je t'en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Willem Rondeau, je suis directeur supply chain chez Saint-Jean. Donc, je suis dans la société depuis 2003. Donc, je suis directeur supply chain depuis 1 an. Auparavant, j'étais directeur de production. Donc, nous sommes fabricants de pâtes fraîches, ravioles, quenelles et plats traiteurs. Nous sommes basés dans la Drôme, l'Isère et l'Ain. Nous avons 4 usines. Saint-Jean génère un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros pour 19 000 tonnes de produits expédiés. Voilà. Merci Willem. Frédéric? Bonjour, moi je suis Frédéric, je suis la fondatrice et CEO d'FNC. Alors chez FNC, le collectif, ça nous tient à cœur. Dans une de mes expériences professionnelles, je devais animer des groupes de travail entre différents types de professionnels, des experts à chaque fois. Et en fait, parfois, ils arrivaient bien à s'aligner, à créer un projet ensemble et d'autres fois, pas du tout. Du coup, il y a 5 ans, j'ai commencé à chercher à comprendre ce qui crée de bonnes interactions dans une équipe de travail. Et du coup, vous allez le voir, ça donne lieu à Teamgiver, le coach digital en efficacité collective que je vais vous présenter tout à l'heure et qui vient mettre en mouvement les collectifs. Merci Frédéric. François? Bonjour à toutes et tous, je m'appelle donc François Scotti, je suis le fondateur et gérant de La Petite Étincelle. Alors en quelques mots, notre discipline, c'est l'accompagnement au changement qui passe chez nous par 3 métiers, la formation, le conseil et le coaching professionnel sur lesquels nous nous formons certifiants en continu pour rester aussi pertinent que possible avec une mission très concrète qui est la création des conditions nécessaires et la mise en place de la coopération en entreprise. Je suis ici aujourd'hui aux côtés de mon client et bien entendu aux côtés de Humans Matter et FNC. Donc mon client étant la société Saint-Jean et plus spécifiquement Willem Rondeau. Ceci pour vous livrer un cas concret d'accompagnement où FNC a eu toute sa place. Merci François, là vous savez tout. Donc, et moi-même, Vincent Redel, je suis directeur associé chez Humans Matter et je m'occupe en particulier de l'activité Assessment, on appelait jusqu'à maintenant Arnava. Donc Humans Matter est une entreprise internationale de design cognitif dont l'objectif est de créer des usages durables et positifs sur l'humain et son environnement. Voilà, on va continuer notre présentation. Et bien sûr, voilà, on s'inscrit dans une session de Humans Talk. C'est la 3e session qui a lieu sur, comme thème principal, changer le modèle mental, la clé pour s'épanouir dans l'incertitude. Alors voilà, on va commencer. Donc, pendant ces 45 minutes, nous allons développer 3 parties mettant en exergue ce parcours avec un collectif. Donc d'abord un diagnostic d'humain par des humains amenant à une prise de conscience
avec Humans Matter, puis une mise en mouvement par des humains et un outil digital avec FNC, la petite étincelle et le témoignage de notre client Saint-Jean, vous connaissez maintenant, et enfin un point sur la mesure de l'efficacité de ce parcours. Alors voilà, et on a aussi dans ce parcours 3 outils. D'une part, l'assessment de collectif avec Humans Matter, Team Gather, dont on a parlé avec FNC, et la mise en avant du coup de Saint-Jean et de la petite étincelle sur l'application de cette solution et la mesure de cette efficacité. On va commencer tout de suite par l'assessment du collectif. Alors, un assessment de collectif, c'est comment j'évalue une équipe entière et pour répondre principalement à des enjeux qui sont soit humains, de type cohésion de groupe, coopération, entraide, gestion des tensions, collaboration, soit des enjeux dits, on va dire, conceptuels, faire émerger des idées nouvelles, projeter un groupe dans l'incertitude, définir des tactiques et des stratégies, et enfin des enjeux opérationnels, une décision collective, une mise en mouvement dont on va parler, ou l'organisation d'activités particulières. Et ça répond de manière peut-être plus explicite à des besoins comme voilà, j'ai un codir, ou j'ai un COMEX, ou j'ai une équipe de managers, une équipe d'experts, ou voire une équipe de collaborateurs, et je cherche à dynamiser cette équipe, avoir un meilleur diagnostic sur cette équipe que je viens de reprendre, ou par exemple, comment j'arrive à casser des silos existants dans cette équipe. Et c'est en particulier l'exemple qu'on va voir tout à l'heure avec Saint-Jean, justement, comment casser des silos et arriver à mieux collaborer avec un collectif. Alors, avant de rentrer dans le détail d'un assessment center de collectif, chez Humans Matter, en fait, on fonde notre assessment sur ce trépied. D'une part, un regard croisé d'humains pour des humains, et c'est bien pour cela que nous pouvons personnaliser tous les parcours d'assessment, d'évaluation collective. D'autre part, nous partageons 4 convictions. D'une part, on va avoir des approches complémentaires avec des tests cognitifs, des questionnaires de personnalité ou des tests sur le comportement. D'autre part, toutes nos mises en situation auxquelles va participer toute l'équipe sont bien sûr décorrélées du quotidien des participants pour éviter tous les biais ou les réduire en tous les cas. Pendant l'assessment, il y aura plusieurs observateurs et intervenants qui vont apprécier l'équipe dans ces mises en situation. Et puis, on aura surtout un responsable de mission qui, lui, ne participera pas à ces mises en situation, mais qui va récolter toutes les appréciations des observateurs. Et c'est lui, ce responsable de mission, qui va restituer à l'équipe et aux commanditaires, aux DRH par exemple, l'appréciation globale, ceci pour amener encore plus d'objectivité. Et enfin, 30 ans d'expérience avec Arnava nous légitime absolument dans cette démarche. Alors, comment fonctionne justement un assessment de collectif chez Humans Matter? C'est assez simple. Pendant une journée, on va rassembler toute l'équipe et de 6 à 10 personnes, si possible en présentiel, mais on peut aussi l'imaginer en distanciel. Auparavant, une semaine ou 2 jours avant, on va appeler chaque participant pour démystifier cette opération, ce dispositif qui peut parfois être un peu stressant, et pour les amener vraiment de manière totalement naturelle dans ces mises en situation. Il n'y a rien à préparer, il n'y a pas à réviser quoi que ce soit, on veut être vraiment soi-même et on veut prendre l'équipe comme un tout. Donc, dans la partie J, que vous voyez là un peu avec un peu d'ombre, c'est là où c'est intéressant, où on va avoir pendant toute une journée, alors il y a marqué 4 heures, mais en fait il y a des temps de préparation et de restitution, où on va mettre l'équipe en situation. Alors on va choisir des exercices qui sont adaptés en fonction des objectifs souhaités par le commanditaire. Ça peut être gestion de projet, gestion d'urgence, de l'entrepreneuriat, du développement de services, être une partie d'une chaîne de valeur, de la communication. Et toutes ces mises en situation vont être observées par 1, 2, 3 ou 4 consultants en fonction du nombre de participants. Et pour pouvoir apprécier ce collectif, on va considérer un référentiel de compétences pour ce collectif. Ça va être de l'intelligence collective, ça va être de la capacité relationnelle du collectif, de la capacité à écouter, à prendre en compte ou à diffuser de l'information. Ça va être aussi un exemple de réalisation d'un pilotage de ce collectif et comment ce collectif arrive à se mobiliser et à avancer. Et dans la même journée, vous aurez aussi une partie individuelle avec un psy, et un psy va faire un feedback sur les fameux tests dont on a parlé tout à l'heure, avec chaque participant,
pour voir comment il interagit en fait dans cette équipe. Et enfin, à la fin de la journée, il y aura un retour de l'équipe par l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos mises en situation? Et puis, quelques jours plus tard, une restitution directe au commanditaire et une restitution aussi à l'équipe. À la fin, là, on est tout en haut à droite du slide, si vous avez bien suivi. Proposition de développement. Eh bien, à la fin de ce dispositif, il est possible de proposer soit un plan de développement de l'équipe, soit des plans de développement individuels, par exemple sur des relations interpersonnelles délicates, soit du coaching individuel ou collectif, ou, et on en arrive à notre point, une solution digitale, humaine et digitale avec FNC, qui offre justement une mise en mouvement d'un collectif pour apprendre à mieux collaborer et aussi une mesure de ce collectif et de cette capacité à collaborer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, je vais laisser la main à Frédéric qui va continuer cette démonstration. Oups. Oui, effectivement, pour mettre en mouvement un collectif, je vais vous présenter ce que chez FNC, on a développé. Donc là, on est in situ dans une équipe. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que cette équipe, on va pouvoir l'accompagner dans son quotidien? Chez FNC, on a développé donc Teamgiver, le coach digital en efficacité collective. C'est un outil qui est parfaitement intégré aux outils du quotidien des équipes, puisqu'on est intégré dans Slack et peut-être l'outil que vous utilisez peut-être plus généralement, vous qui nous écoutez là dans le webinaire, Teams, Microsoft Teams. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient d'abord diagnostiquer et faire un profil, établir un profil d'une équipe par rapport à ses objectifs. Donc, l'équipe a des objectifs qui lui sont propres et comment est-ce qu'on vient du coup analyser le collectif. Donc, nous, on a développé un système, je vais vous le présenter un petit peu après, qui vient mesurer 8 traits de caractère qu'on a définis grâce à un travail de recherche en sciences cognitives. Et ensuite, notre coach digital, il vient accompagner chacun des membres de l'équipe au travers de profils, au travers de parcours qui sont personnalisés en fonction de son profil individuel. Et aussi, on vient accompagner le collectif justement pour le mettre en mouvement. Et effectivement, comme le disait Vincent, on vient évaluer qualitativement et quantitativement l'efficacité des actions qui sont mises en œuvre. Alors concrètement, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc on vient évaluer 8 traits de caractère. Je vous l'ai dit, en fait, ces 8 traits de caractère, ils vont venir nous permettre d'établir un profil de comment fonctionne le collectif. Alors je vais vous parcourir rapidement ces traits de caractère pour que vous puissiez vous les représenter. Donc on a l'appartenance au groupe qui est un facilitateur de travail d'équipe parce que quand on se sent appartenir au groupe, on fait du succès collectif son propre succès. Les compétences, c'est dans le sens savoir évaluer justement ses compétences pour prendre la parole à bon escient. L'efficacité permet de gérer son stress et contourner les difficultés quand elles se présentent. L'agréabilité, c'est au sens d'agré, donc d'être ouvert aux propositions des autres membres de son équipe. L'extraversion se comprend assez facilement, c'est une capacité à prendre la parole plus ou moins aisément. La conscienciosité permet de faire aboutir des tâches jusqu'à leur terme. L'estime de soi, c'est un facilitateur pour persuader. Et on a un trait de caractère qui est un peu particulier, qui est le neuroticisme. C'est mieux de ne pas trop en avoir dans l'équipe, mais on en a tous un petit peu en soi. C'est quand on est traversé de pensées sombres, qu'on voit le verre à moitié vide. Et c'est important à mesurer, notamment quand on est en période de changement, de transition dans ses équipes ou dans son entreprise. Ces traits de caractère, on vient les évaluer chez chacun des membres de l'équipe, mais surtout, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient établir une cartographie de comment fonctionne le collectif. Finalement, chaque collectif a un peu son empreinte de fonctionnement. Et mettons par exemple cette équipe qui a une appartenance au groupe divergente. Donc, ce qu'on vient regarder, c'est finalement comment le collectif comme un tout fonctionne. Et donc, ce qu'on vient adresser, c'est comment est-ce qu'on trouve les bons équilibres dans ce collectif. Donc, par exemple, là, sur un collectif qui a une appartenance au groupe qui est divergente, c'est-à-dire des personnes qui se sentent fortement appartenir au groupe quand d'autres en sont plus détachés. Par le digital, on va venir accompagner et mettre en place des routines qui visent à renforcer les fondamentaux collectifs, favoriser la confiance et le partage pour des interactions efficaces et conviviales. Ça, c'est un programme donc qu'on a chargé dans notre outil, dans notre coach digital, qui vient accompagner chacun des membres de l'équipe de manière synchrone, asynchrone, individuelle et collective. Alors, je m'explique. Donc là, sur la partie gauche de l'écran, vous voyez des petites cartes. Donc ça, c'est des cartes qui sont accessibles en individuel et qui, par exemple, vont amener un collaborateur 1 qui se sentirait fortement attaché à son collectif, quitte à se détacher du reste du groupe, à prendre un peu de distance
dans ses équilibres de vie. Quand un collaborateur 2 pourra avoir accès à des recommandations du type détecter les drivers qui guident vos actes. Et le manager, pendant ce temps-là, pourra avoir une recommandation du type comment est-ce que je vais renforcer la vision dans mon équipe. Tout ça, donc, c'est des sortes de petites cartes qui sont accessibles en individuel et qui sont personnalisées en fonction de son positionnement relatif dans le collectif. Ensuite, on a des séquences dont ce qu'on appelle les challenges qui viennent mettre le collectif en mouvement. Donc, en le challengeant, par exemple, là, on a un exemple qu'on voit peut-être assez peu, mais je vais vous le présenter, qui vise à utiliser un outil qui s'appelle le blason. Donc, chacun va s'approprier pendant sa semaine de travail cet outil blason et va définir pour lui-même quelles sont ses valeurs, quels sont ses succès, etc. C'est mis en pratique ensuite dans le collectif au travers de fiches pratiques d'animation d'équipe qui sont guidées et qui permettent à celui qui anime le collectif pendant 15 à 30 minutes de mettre en partage ce qui a été fait pendant les challenges et donc, qui ont été vus pendant la semaine de travail en individuel. Et donc finalement, tout ça, ça nous a permis, et du coup on va vous présenter en vidéo ce que donne le coach digital. Donc ça nous a permis de développer le premier coach digital de type chatbot. Donc vous voyez, il est accessible là, c'est sur l'interface de Teams, qui est basé sur des sciences cognitives, un travail de recherche en sciences cognitives qui nous permet de comprendre et d'améliorer les interactions dans des équipes en proposant des recommandations, des challenges, des conseils, donc via les outils de travail collaboratif, avec des moments qui sont en asynchrone, des moments qui sont en synchrone, des moments en individuel et des moments en collectif pour un passage à l'action. Et c'est ce que vous allez voir là pour un retour d'expérience de mise en pratique concrète avec le témoignage du coup de François et Wilhelm qui ont utilisé donc notre solution dans le cadre de la mise en place d'une supply chain. Donc, vous allez le voir, comment est-ce qu'on met en mouvement un collectif autour de déployer un projet de supply chain. Et je vous passe la parole, François et Wilhelm. Alors, c'est important d'expliquer un peu le contexte qui nous a amené à mettre tout ça en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2003, nous avons grandi très, très vite. Donc, nous sommes dans un contexte très dynamique et travaillons dans un mode ultra réactif. Donc, pour vous donner un peu une idée, en 2003, on était 100 personnes, on est aujourd'hui 470. En termes de chiffre d'affaires, on l'a multiplié par 3. En termes de tonnage, on l'a multiplié par 6. Et donc, ce mode ultra réactif a fait que on a pu atteindre les business qu'on visait, mais du coup, pas forcément au profit de la coopération interservice, et on a atteint finalement des limites qui nous ont fait comprendre qu'on avait besoin de remettre de la coopération au sein de notre organisation afin d'aligner nos capacités industrielles avec le business et tous nos enjeux financiers. Et donc, la première réponse a été de construire un service supply chain. Donc, c'est une véritable couche transversale au niveau de l'organisation. Et l'autre volonté, c'était de se doter d'outils décisionnels et de simulation, d'outils informatiques. Donc, notre ERP avec qui on travaille depuis 2004 nous proposait le fameux SNOP, qui permet justement de piloter ce processus SNOP, d'apporter une vraie vision, une vraie visibilité sur les volumétries. Et en fait, je freinais un petit peu des deux pieds et j'estimais que notre maturité n'était pas suffisante, notre organisation n'était pas du tout efficace. Et pour moi, c'était un échec. Ça aurait été un échec si on avait mis l'outil avant de travailler sur l'organisation. Et donc, du coup, on a initié par l'intermédiaire de VIF un audit de maturité avec la petite étincelle. Et donc, du coup, je vais laisser François nous expliquer un petit peu tout le cheminement qu'on a fait depuis l'an dernier. Merci, Willem. Donc, effectivement, le passage de relais s'est fait à travers l'ERP, donc des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui se sont dit, nous, on est fournisseurs de software, donc on va plutôt s'appuyer sur des gens qui font de l'accompagnement. Et on a mené un audit de maturité en commun. Alors, ça aurait pu être un assessment. Là, on est passé sur un audit de maturité qui a couvert 3 volets assez classiques. Qui sont l'évaluation de la maturité sur les outils, l'évaluation de la maturité sur les processus et l'évaluation de l'organisation et de la maturité au niveau de l'organisation.
tout ça tourné dans un environnement supply chain, donc de planification et de coopération. Sur cette base-là, il y a eu des propositions d'ailleurs, Willem et son équipe et l'ensemble de l'entreprise ont été co-constructeurs de la feuille de route. Il y a eu un accompagnement au changement qui a été proposé avec 3 axes, 3 métiers et sur lesquels, en fait, je dirais la fluidité et la solidité de l'ensemble de l'accompagnement se sont faits grâce à des actions dosées sur un coaching professionnel, notamment de Willem sur la posture de transversalité, comment embarquer des équipes qui étaient auparavant en silo, comment les embarquer dans un mode de coopération. Du conseil sur l'optimisation des processus, donc typiquement la mise en place d'un processus SNOP, c'est quoi un PDP, c'est quoi un ordonnancement, et donc de travailler sur ce qui manquait ou pouvait manquer et apporter une couche de conseil. Et la dernière étape, le dernier axe, était la formation aux bonnes pratiques, à la fois sur la supply et la coopération, sachant que ces 3 métiers viennent agir sur des leviers différents du changement et donc ne peuvent pas être opérés sur les mêmes personnes. Et donc, je dirais, la magie du truc, c'est de travailler sur ces 3 axes. L'autre magie du truc, si je peux me permettre le mot truc, c'est FNC. Et FNC a fonctionné vraiment comme un outil d'ancrage. Et vous voyez, on l'a positionné sur les 3 axes parce que FNC a à la fois aidé Willem à prendre vraiment sa casquette de directeur supply chain vis-à-vis de ses équipes, enfin l'a aidé à le faire. Ça a permis aussi à avoir une vision plus claire de ce qu'est la coopération au niveau du conseil. Et en termes de formation, on est dans un mode de formation-action, de learning by doing, où finalement, ça a permis aussi de tester concrètement ce qu'était la coopération. Donc, le fait d'opérer FNC et de l'opérer avec Willem, ça a permis ça. Et voilà, je laisse Willem, du coup, continuer sur le vécu de FNC en profondeur. Oui, donc l'accompagnement de la petite étincelle et le coaching digital défensif, vous m'entendez bien, nous a permis de cranter durablement nos processus de coopération, mais aussi de faire prendre conscience en fait à chacun des bénéfices que nous avions à collaborer. Et ça, c'était pas forcément gagné au départ parce que, comme le disait Vincent, seul on va plus vite. Donc aujourd'hui, accepter de perdre du temps pour faire des rituels, c'était pas forcément évident pour les gens de dire qu'on allait être plus efficace à terme. Et donc en fait, cette prise de recul a été, nous a un peu sauté au visage à la fin en disant, oui, effectivement, on a intérêt à partager les problématiques et on a intérêt à finalement à faire en sorte qu'un problème individuel devienne un problème collectif pour mieux le résoudre. Et donc sur FNC, nous avons ciblé 2 équipes au démarrage, le CODIR et la supply. Donc le CODIR pour impulser la coopération transversale au plus haut de l'organisation, et la supply pour permettre finalement de créer des liens dans des services qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la supply agit sur tout l'ensemble de la chaîne logistique et donc on fait travailler des gens en réception avec des personnes de l'administration des ventes, donc finalement des gens qui n'étaient pas forcément connectés au préalable. Et donc, ça a permis finalement de partager des problématiques. Et donc, FNC a permis d'apporter du fun dans nos rituels, de faire en sorte qu'un rituel de travail devienne un rituel un peu soupape, avec une prise de recul plus forte, une vraie émulation dans nos échanges. Donc, au fil du temps, la cohésion s'est intensifiée et avec une vraie prise de conscience qu'un problème isolé dans un service avait des répercussions sur les autres. Et que du coup, c'est devenu tellement évident que quand un problème survenait, on le partageait et on trouvait des solutions durables et ça permettait de transformer en profondeur les processus. Ce n'est pas simplement de faire du sparadrap sur un problème et de passer à autre chose. Et donc, du coup, on est un peu sorti de ce mode ultra réactif à un mode un peu plus raisonné et plus constructif et avec des effets très efficaces dans nos indicateurs et notre organisation. Et donc, ce qui a permis donc toute cette prise de conscience qu'on a pu avoir au sein de la supply, on a pu la mettre en exergue sur tous les autres services à travers les rituels qu'on a construits avec François au sein de l'organisation supply.
Et donc, au niveau des gains de la supply, donc en fait, on a fortement augmenté notre agilité sur l'ensemble des flux. On a augmenté notre efficacité sur les rituels de pilotage. Donc, la mesure, c'était le temps qu'on mettait à balayer tous les points. Donc, aujourd'hui, on a des rituels qui passent de 1h15 finalement à une demi-heure en étant encore plus efficaces qu'auparavant. On a maintenu à un niveau très haut notre taux de service. Donc, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à 99,8% avec des 95% des commandes qui tombent le jour même, voire des fois, les commandes tombent 1 heure avant le départ camion. Donc, en fait, on est vraiment sur un mode très réactif. Et aujourd'hui, on a un taux de service qui est plutôt efficace. Le fait de le piloter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, avec un feedback sur les périodes passées, nous permet finalement d'avoir une efficacité qui est vraiment très bonne. On a fortement amélioré les litiges par un partage des problématiques au niveau du processus. Donc, pour vous donner une idée, les litiges, on est passé de 700 litiges en cours de traitement à 300 en moins de 3 mois. Donc, avec une forte collaboration avec le service commercial et la comptabilité. Et puis, nous avons mis en place le processus SNOP au sein de tous les services, quoi. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait un cycle complet des processus SNOP depuis janvier 2020 et nous démarrons en septembre avec la petite étincelle, la mise en place de l'outil informatique. Donc, l'objectif initial qui nous a amené là, à partir de septembre. Voilà. Et peut-être, donc par rapport à ce que tu disais, Willem, il y avait, moi je retiens 4 axes qui sont donc la prise de conscience de l'importance de coopérer, le phénomène d'ancrage qui est noté ici, qui est une vraie réalité, hein, comment ancrer le changement, comment faire en sorte que tout ça soit pérenne et fluide, une notion d'accélération, ça permet d'accélération dans la mise en place des bénéfices, et peut-être cette notion d'efficacité collective, c'est-à-dire à la fois au niveau des sciences cognitives, donc ce partage de l'information et le fait d'être orienté sur le résultat. Voilà, juste un petit résumé de l'action d'FNC dans le cadre de l'accompagnement au changement. Et pour aussi donner un petit recul sur l'équipe. Donc, l'équipe supply chain est caractérisée par des responsables de service qui sont en mode un peu guerrier, c'est-à-dire on avance dans le dur et avec un mode un peu perfectionniste où on n'est finalement jamais satisfait du résultat et on se dit toujours on a encore ça à faire, on a encore ça à améliorer. Et en fait, on a travaillé sur l'estime de soi. Ça a été le premier trait de caractère sur lequel on a travaillé. Et ça a fortement aidé l'équipe à un moment donné de se poser, de dire qu'est-ce que j'ai fait de bien sur les 6 derniers mois. Et en fait, quand on se pose sur tout ce qu'on a construit, il n'y a pas de quoi rougir et on a été d'une efficacité redoutable. Et effectivement, prendre conscience qu'on a été efficace, ce n'est pas forcément le fort de chacun. Et moi, le premier, c'est-à-dire finalement, on a toujours une montagne de choses à faire, mais quand on regarde tout ce qu'on a accompli, finalement, on se rend compte que tout ce qu'on a fait a été utile et ça a du sens. Et ça a du sens, en fait. Et c'est surtout ça qui a été révélateur au sein de l'équipe, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et de vraiment mettre le collectif au cœur de l'organisation. Et donc, ça a été assez puissant. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément gagné. Je pense que le coaching digital nous a aidé à entrer plus en profondeur dans cet aspect-là, dans cet aspect relationnel et cette émulation d'équipe. D'ailleurs, je vois qu'on a une question sur les types de rituels que vous avez mis en place. Peut-être, Willem, François, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça s'est mis en place concrètement. Peut-être prendre cette question dès à présent. Oui, tout à fait. Alors, quand on a construit la supply chain, effectivement, au début, la préoccupation, c'était de se dire il faut qu'on arrive à se voir et à partager notre feuille de route. Donc, au début, c'était surtout le partage de feuille de route, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et effectivement, c'était plus axé sur le travail au début et on se rendait compte qu'effectivement, les gens n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, du coup, on a maintenu en fait un rituel au début toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que se voir toutes les semaines quand on a des services qui étaient un peu saturés, on avait peur que la fréquence soit trop importante. Donc, on a mis volontairement un rituel toutes les 2 semaines et en collectif. Et j'ai ajouté, moi, un rituel hebdomadaire en tête-à-tête avec chacun des responsables pour justement avoir une feuille de route plus personnalisée et travailler en profondeur sur les priorités.
Donc, le vrai enjeu, ça a été d'apporter de la fluidité, de la légèreté dans toute notre feuille de route qui était assez dense. C'est-à-dire qu'en fait, on avait quand même beaucoup de travail et beaucoup de charges. Donc, la difficulté, ça a été ça. C'était apporter un peu de fun et de légèreté dans notre feuille de route qui était très, très dense. Donc, sachant que j'ai des besogneux dans mes équipes, effectivement, le rituel d'équipe est devenu très rapidement un rituel où on se relâche un peu. On est en soupape, on se détend et on accepte à un moment donné, pendant 1h30, de poser nos problèmes de côté, de se concentrer sur l'équipe et de partager des moments sympas, tout en parlant de problématiques sérieuses. Donc, c'est ça qui était intéressant, c'est que petit à petit, au début, c'était un rituel subi et puis au bout de 3-4 séances, c'est devenu un rituel attendu. Et le coaching digital nous a permis finalement de créer des jeux, d'apprendre en s'amusant finalement, d'apprendre en se détendant, d'apprendre en oubliant finalement nos problématiques propres à nous, propres à nos services. Et au fil de l'eau, du coup, c'est devenu un peu plus rituelique, un peu plus systématique. Et du coup, après, on a inclus des partages d'autres services. Au début, on est vraiment resté intra-supply. Et après, on a fait intervenir le commerce pour faire des présentations, le contrôle de gestion pour les partages de résultats. Et donc là, aujourd'hui, on a régulièrement fait intervenir les autres services pour du coup créer l'émulation aussi au sein des autres services. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute l'année avec François, on a fait plein d'allers-retours, c'est-à-dire sur les focus intra-supply, extra-supply. Et cette coopération, il y a un entretien à faire à travers les rituels. Et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir une vraie prise de conscience que la coopération intra-supply est super importante, ça permet d'apporter beaucoup plus de fluidité sur toutes les relations que peuvent avoir mes responsables avec les autres services, à travers les autres rituels qu'on a construits autour du processus SNOP. Voilà. Et du coup, ce sont des choses qui sont instaurées, qui sont améliorées au fil du temps, quoi. Peut-être pour compléter ce que tu dis, c'est que sur le type de rituel, c'est des rituels de management sur lequel, en fait, FNC vient apporter un rythme à travers le flux de préparation nécessaire. Et donc, il y a un flux de préparation, ensuite, qui permet de mettre un rituel de management, le fameux rituel soupape dont parle Willem, qui apporte un mode décalé d'adresser la coopération. Et à partir de là, on se rend compte de l'importance du rituel, de la coopération. Et c'est, je dirais, c'est systémique et c'est viral. Donc après, le fait de mettre en place des rituels et l'importance du rituel fait que le fait de mettre en place des rituels plus techniques autour d'un processus SNOP, d'un truc très technique qui s'appelle la resource review, devient quelque chose de tout à fait naturel et ça renforce l'aspect positif de le faire. Voilà, donc je pense qu'il y a rituel de management, rituel de pilotage, et encore une fois, FNC permet comment dire, d'ancrer et de rendre concret le fait que c'est important de le faire d'une manière décalée à travers le jeu, et donc on s'y prête beaucoup plus facilement que si on est dans la vie sérieuse où on a déjà pas mal de choses et de problèmes à gérer. Alors, je vois qu'il y a… En espérant qu'on a répondu à la question. Oui, c'est ça. Je vois qu'on a des questions sur alors la partie indicateur. On va en parler juste après. Après, je vois qu'il y a une question aussi sur y a-t-il eu des résistances, ces temps d'échange avec des thématiques. Je comprends parler des problèmes, mais ce n'est pas très positif pour un collectif. Quelle est la durée de ces temps? Alors, je pense vous avez répondu peut-être partiellement à cette question. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, peut-être François Willem, avant qu'on passe à la partie indicateur? Il n'y a pas forcément de résistance, mais du coup, il y a forcément des interrogations de dire encore un rituel de plus, est-ce qu'on va perdre du temps? Qu'est-ce que va nous apporter le coaching digital? Ou des remarques qu'on a pu avoir au sein de gens qui sont depuis très longtemps dans la société. Nous, on n'a pas besoin d'un coaching digital. Dès qu'on a un problème, on vient se voir et on se parle. Et en fait, c'est pas parce qu'on est capable d'aller se parler de personne à personne qu'on est dans la coopération. Et donc, du coup, c'est là où FNC apporte une petite nuance. C'est que ça permet de prendre conscience individuellement l'importance de coopérer et du coup, on transfère au collectif. Et du coup,
ce qui était assez intéressant au sein de l'équipe, c'est de voir que au début, j'étais l'animateur et mes collaborateurs étaient un peu en observateur et je les ai rendus acteurs. Et finalement, du coup, il y a une vraie motricité qui s'est instaurée au sein de l'équipe. Où des fois, on peut avoir d'autres collaborateurs qui stimulent les autres. Non, mais regarde ce que tu as fait, c'était vraiment bien, vous avez bien géré cette problématique, etc. Et donc, il y a une auto-émulation finalement les uns vis-à-vis des autres. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à travers un rituel transversal, donc par exemple les rituels PDP où on va avoir la supply qui intervient avec l'ordonnancement, la production, il y a cette même approche de dire, ben voilà, on a tel problème, comment on peut vous aider, comment on peut améliorer cette problématique, comment on peut améliorer le processus. Et il y a une vraie coopération, une collaboration qui s'est instaurée interservice, chose qu'on n'avait pas avant quand on était en silo, parce qu'en mode silo, on avance tout seul et c'est un frein d'aller travailler avec les autres et de partager les problématiques. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une logique inversée et au final, on est beaucoup plus efficace. Donc en fait, on a fait tomber des idées reçues aussi de dire, ben, se réunir pour parler d'une problématique, je vais perdre du temps. Non, on perd pas du temps. Au contraire, on va en gagner, quoi. Donc c'est investir du temps pour en gagner encore plus, quoi. Donc du coup, la mise de départ, finalement, elle valait le coup, quoi. Et cette prise de conscience, elle a été prise et finalement, ça demande beaucoup moins d'énergie au manager d'entretenir le mouvement. Donc, avec du recul, c'est ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça tourne presque tout seul et c'est presque facile. Alors qu'au début de la mise en place des fancy et de la supply, on sentait que c'était très énergivore pour moi d'entretenir le système et en fait, aujourd'hui, on a une fluidité qui est énorme, quoi. Alors peut-être dans les résistances, il y a eu le fait de rendre la co-responsabilité, rendre co-responsables les autres fait que la résistance tombe assez rapidement puisque c'est pas imposé par l'autre. Je suis dans le collectif qui fait. D'autre part, le fait qu'FNC fonctionne sur une cartographie du collectif, c'est-à-dire qu'on part directement du collectif et non pas dans l'individuel, et on s'occupe de l'interrelation, donc la relation entre les deux personnes, fait qu'effectivement, il y a une résistance qui part assez rapidement puisqu'on va s'appuyer sur la force du collectif. Et peut-être un troisième point qui est plus une anecdote que je peux peut-être me permettre de donner, c'est que lors de la mise en place du CODIR, le DG m'a appelé en me disant « Bon, François, ton truc, là, vous voyez, je reprends le mot truc, FNC, c'était bien, hein, mais là, on a des investissements quand même très, très lourds à gérer. On a autre chose à faire que de s'amuser. » Bon, je suis resté un peu comme ça. Et je lui ai dit, écoute, oui, t'as raison. Non, t'as raison. Je pense qu'on peut rien apprendre en s'amusant. Bon, écoute, plus sérieusement, si tu me fais confiance, je te propose que tu le testes 2 fois. Et tu vois ce que ça peut donner en mode soupape, en mode on se marre. Au pire, vous vous serez marré. Au mieux, peut-être que vous arriverez à apprendre quelque chose. Et ils ont testé dans un mode, alors on revient sur le rituel, où en fait, ils ont mis le rituel le matin à 8h30 le lundi, au sortir du week-end, donc dans un état d'esprit en fait où ils étaient encore à mi-chemin entre le plaisir du week-end et le labeur de la semaine. Et en fait, ils ont bien entendu réussi non seulement à avoir un rituel soupape où ils parlaient d'autre chose que des sujets crispants de CODIR, en apprenant à se connaître différemment. Et évidemment, le fait d'apprendre à se connaître différemment à travers les 8 traits de caractère a fait qu'ils ont été beaucoup plus forts grâce à la coopération dans leur vrai, entre guillemets, dans leur vrai sujet opérationnel. Donc oui, il y a eu de la résistance, évidemment, mais elle a été assez vite contournée, bypassée par la force du collectif, la co-responsabilité et le fait, l'acceptation que le jeu, JEU, est un moyen fort d'apprendre et donc de progresser. J'espère que ça a répondu aux questions du coup de Stéphane. Peut-être on peut passer, Vincent, sur la partie évaluation et puis après peut-être répondre à d'autres questions qui pourraient arriver. Allons-y. On répond à la dernière question de Stéphane. Oui, c'est ça, sur la partie évaluation. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on mesure au travers d'FNC ?
après cette mise en mouvement, nous, en fait, ce qu'on a, c'est des indicateurs de suivi, évidemment, puisqu'on passe par le digital, des indicateurs de suivi de lecture des parcours qu'on suit en instantané. Hein, donc, c'est du digital. On sait quels ont été les taux de lecture des challenges pour voir l'implication des gens dans le processus. Mais surtout, et au-delà de ça, ce qu'on vient mesurer, et ce qu'on vient suivre, et ça c'est important parce que dès lors qu'on suit un indicateur, du coup il a une tendance à être quand même pris en compte par les parties prenantes. On vient suivre l'ambiance et l'efficacité. Donc on a 2 indicateurs sur donc l'efficacité et la cohésion qui se décomposent en 10 sous-critères qu'on vient suivre tout au long de l'accompagnement, en fait, avant le déploiement des Fancy et donc de TeamGiver et du digital dans l'équipe. À T1, donc on a des parcours de 6 séquences de travail, donc au bout de 6 séquences, donc au bout de 6 semaines ou 12 semaines en fonction de la fréquence des rituels managériaux, comme on le voyait avec François et Wilhelm. Donc on vient mesurer à T1 et puis au bout à la fin de l'accompagnement sur 2 traits de caractère, on vient à nouveau mesurer ces indicateurs. Donc voilà ce qu'on suit au-delà même des indicateurs, je dirais plus métier, quoi, disons, au-delà des indicateurs supply chain qui ont pu être suivis. Et Vincent? Oui, je pense que d'ailleurs, ce que tu viens de dire répond à la question d'Éric sur est-ce qu'il y a des indicateurs RH qu'on suit sur l'engagement. Je pense que ces éléments de mesure, c'est important parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de mesurer justement au fil de l'eau ce qui se passe. Je pense que les indicateurs supply sont la conséquence de cette collaboration qui est devenue active et qui s'est mise en mouvement. Et je pense que rien que le fait de mesurer agit sur cette collaboration et on voit les choses bouger. Et puis le dernier point, c'est le 360 d'équipes qui est plus, je rebondis sur l'assessment d'équipe du départ, sur des équipes plus resserrées, ou voire même sur des équipes dites supply chain. Un 360 d'équipes au bout d'un an permet d'examiner les comportements observés par les uns, par les autres et par soi-même, par l'équipe en tant que telle. Est-ce qu'on a bougé? Est-ce que c'est mieux, etc. Et en fait, on arrive sur en fait, un mouvement presque perpétuel ou continu, hein, où en mettant ces 3 briques en place, on peut mettre en place un mouvement durable. Je crois que Willem et François ont peut-être évoqué le fait que ça devienne viral en fait chez Saint-Jean maintenant, cette mise en mouvement, mais il y a d'autres équipes qui voudraient en bénéficier, en profiter et avancer comme ça. Mais je pense que pour toutes les équipes, tous les collectifs, c'est important d'avoir une évaluation de l'accompagnant, de la mise en mouvement, et on mesure, et après, éventuellement, quelques mois, 18 mois après, on recommence cette mesure. Et c'est ça, je pense, cette mise en mouvement perpétuelle qu'on a voulu vous montrer à travers ces 3 solutions dans ce parcours. Voilà, je crois qu'on a fini notre démonstration. Notre présentation, maintenant, on est prêt à accueillir d'autres réponses ou d'autres questions et puis répondre aux différentes questions. J'en profite là. Stéphane posait la question sur le coût humain de cette réorganisation. Willem, est-ce que tu peux y répondre? Oui. Après, c'est toujours très dur à mesurer l'investissement humain. Aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à résoudre des problèmes récurrents au final que à se poser et résoudre durablement une bonne fois pour toutes une problématique en repensant le processus et aussi en étant dans la posture de se dire il y a un problème, on va plus se poser la question de qui est responsable de ce problème, c'est où est le trou dans la raquette et comment on peut faire pour que ce problème n'arrive plus. Et donc, quand on fait profiter chacun des services sur des problématiques avec cet angle de vue-là, on trouve des solutions durables. Et par exemple, je vais vous donner un exemple sur les litiges. Donc, on avait cette problématique. Donc, quand j'ai créé la supply, j'ai récupéré l'administration des ventes. Et donc, j'étais à milieu de penser tous les problèmes qu'il pouvait y avoir entre le commerce et l'administration des ventes sur les litiges en cours, où les ADV font des recherches sur des BL émergés, vont essayer de trouver des justificatifs pour contester des litiges et à côté, des non-réponses du commerce ou des litiges qui restent en cours et qui restent non solutionnés. Donc, on avait des litiges de 2018. Donc, en fait, le temps passé à solutionner ces litiges est énorme
est énorme. Et aujourd'hui, on s'est dit, là, ça va pas du tout. On s'est mis autour de la table avec le directeur commercial et comment on peut travailler durablement avec les comptes clés pour solutionner les litiges. Et aujourd'hui, les litiges, on passe peut-être 3 fois moins de temps à gérer des litiges. Pourquoi? Parce qu'on a un rituel efficace tous les mois qui nous permet de cibler chaque problème et d'avoir des jalons, des dates de résolution et une vraie interaction avec les comptes clés. Alors qu'avant, c'était des bouteilles à la mer qu'on lançait dans le flux d'informations et le problème n'était pas solutionné. Et aujourd'hui, je dirais qu'on gagne du temps. Aujourd'hui, on gagne un temps fou et on a presque gagné un équivalent temps plein à l'administration des ventes en moins de 6 mois, en fait, au final. Donc, du coup, le gain humain, il se mesure indirectement, mais aujourd'hui, on sait qu'on gagne du temps à travailler de cette façon-là, quoi. Et au niveau du rituel PDP, donc c'est un rituel qui permet de de piloter la charge de travail sur 12 semaines. Donc, c'est un travail qui est fait entre la planification et la production. Et aujourd'hui, on mesure toutes les semaines qu'est-ce qu'on a prévu sur les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on avait prévu la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait, où sont les écarts, pourquoi on a des écarts, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le plan de production et les plans de vente. Ça permet d'avoir une régularité. Donc, en fait, on est dans un vrai système d'amélioration continue. Et qu'est-ce que cette régularité apporte? Elle apporte de la régularité dans les effectifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on prévoit ce qu'on va faire dans 4 semaines au niveau des plannings de prod, ça permet de stabiliser les plannings de prod, ça permet d'avoir moins d'absentéisme, ça permet de lisser nos besoins en matières premières, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de changement dans le plan de production, finalement, ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on fait, et au final, il y a moins de déconvenues au niveau des fournisseurs, il y a moins de gestion d'urgence, parce que comme on est dans un mode ultra réactif avec de l'agroalimentaire, on travaille avec la GMS, donc ça peut bouger n'importe quand. Donc, quand nos plans sont pas stabilisés, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va solliciter en urgence des fournisseurs, des fois à n'importe quel prix, pour être livré en urgence sur des matières premières. Aujourd'hui, on a moins ça, on a moins ce phénomène-là. Donc, on est moins en mode d'urgence du fait de planifier et d'anticiper tout ce qui va se passer sur un horizon court, un horizon tactique, et puis et on reboucle jusqu'à la stratégie de la direction. C'est-à-dire que la supply chain et le processus NOP a cet avantage de créer un lien entre la stratégie à 3 ans et les volumétries qui vont être faites à jour et semaine au niveau opérationnel. Voilà. Donc, en fait, c'est tout un processus global d'anticipation et de collaboration interservices, quoi. Donc, on gagne du temps. Au final, on gagne du temps. Mais alors, il y a quelques questions là. On va accélérer sur les questions, mais tu m'entends bien, Willem? Oui, je t'entends. Stéphane pose la question justement sur est-ce qu'il y a une feuille de route qui a été réalisée et par qui, et justement comment vous avez créé l'adhésion et le sens commun. Ça répond un peu à ce que tu viens de dire. Ouais, beaucoup de pédagogie en fait. On mesure pas toute la pédagogie qui est nécessaire, et c'est pareil en fait dans un mode siloté et dynamique. Faire de la pédagogie, c'est une perte de temps. En fait, c'est une erreur. Faire de la pédagogie, c'est justement un gain de temps parce qu'on va donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc, on a construit la feuille de route macro avec François en juillet 2020, avec toutes les grandes étapes et les jalons qu'on s'était fixés. On n'a pas pris tant de retard que ça, mais on a dû prendre un mois et demi de retard sur ce qu'on avait imaginé en juillet 2020 à travers tout ce qu'on a construit. Je pense qu'il n'y a pas de quoi rougir. Et en fait, dans chaque service, cette feuille de route s'est déclinée dans une feuille de route un peu plus fine. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de toujours savoir ce qui va se passer les 6 prochains mois. On est vraiment dans une démarche d'anticipation et de projection. Écrire ce qu'on va faire ce qu'on a prévu et vérifier qu'on a bien fait ce qu'on avait prévu. Et ça marche plutôt bien, en fait, parce que du coup, ça permet de prioriser. Donc, moi, ça m'a permis au sein de mon équipe d'avoir une feuille de route globale supply chain, d'avoir une feuille de route expédition, une feuille de route administration des ventes, une feuille de route planification, une feuille de route approvisionnement réception, et de donner des vraies priorités. Donc, ça m'a servi, moi, à piloter, à mieux piloter mes rituels de management en tête-à-tête avec chacun de mes collaborateurs. Pourquoi? Parce que ça permet de prioriser les actions. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'important le mois prochain? Sur quoi tu mets ton énergie? Sur quoi tu focalises ton temps? C'est aussi ce qui est ressorti à travers mon coaching individuel. Donc, les grandes phrases de François, c'est où tu mets ton énergie. Et il a complètement raison. C'est que faut pas prendre n'importe quel combat et il faut mettre son énergie
au service de l'organisation. Et donc, du coup, je l'ai appliqué aussi à mon équipe, je l'ai appliqué et on l'applique aussi maintenant aux services en transverse avec lesquels on travaille, quoi. Alors, justement, sur ce point-là, est-ce que tu as eu besoin d'identifier tes alliés pour créer ce collectif ou ça s'est fait naturellement? Ah oui, il y a eu besoin de les identifier, oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de frein. Le fait d'avoir eu l'adhésion du comité de direction, la direction générale dès le début, mon plus grand allié, ça a été mon directeur général. Donc, et puis, il y a eu une réelle prise de conscience du CODIR qu'on avait intérêt à y aller. C'est-à-dire une prise de conscience aussi du CODIR de voir que tout seul, finalement, ben, on n'avançait pas si vite que ça et qu'on avait besoin de mettre en commun nos forces si on voulait que nos projets puissent s'accomplir dans de bonnes conditions. Donc, du coup, il n'y a pas eu trop de freins au changement. Les freins qu'on a pu avoir, c'est effectivement la prise de conscience sur la charge de travail que ça pouvait susciter, parce que ça fait très peur de dire, bah oui, on va créer des rituels supplémentaires, ça va nous prendre du temps, collecter les données, ça prend du temps. Travailler sur des pilotages de plans d'action, ça prend du temps. Donc, ce processus d'amélioration continue peut être chronophage au départ et peut faire peur. Donc, c'est là-dessus où il a fallu apporter beaucoup de pédagogie et puis traiter les problèmes les uns derrière les autres sans forcément vouloir tout traiter tout de suite. Donc, la priorisation, ça a été aussi un élément important pour rendre digeste tout ce projet-là. Parce que c'était une de mes premières craintes. Et comment on va faire pour construire tout ça? Et donc, du coup, le fait d'avoir travaillé avec François et d'avoir séquencé chacune des actions à travers une feuille de route digeste, ça a permis de cranter petit à petit et monter les marches les unes derrière les autres et d'embarquer tout le monde en douceur, en fait. C'est vrai, si on peut retenir quelque chose, c'est ça, c'est qu'on a mis un processus compliqué en place avec une fluidité qui finalement étonnante. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pensais pas qu'on arriverait à le faire aussi simplement que ça. Voilà. Oui, peut-être pour compléter et répondre à une des questions, on l'a suivi, ce ressenti aussi des équipes au travers des indicateurs qu'on a mesurés dans FNC sur la cohésion et l'ambiance. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est des questionnaires de ressenti en fait des membres de l'équipe. Et donc finalement, on n'a pas seul, ce qui a été mis en place, c'est pas seulement du process, c'est aussi c'est de l'humain et il y a eu des indicateurs pour le mesurer. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter des choses, Willem, là-dessus. Mais... Oui, tout à fait. Après, effectivement, il y a des ressentis que j'ai pu avoir à travers mes rituels de management individuel en tête à tête, où il y avait des prises de conscience des uns et des autres. Ah ouais, mais je me rends compte que finalement, tel problème, j'ai l'impression que ça touche pas mon service, mais finalement, indirectement, ça le touche. Et du coup, il y avait moins le côté hermétique qu'on pouvait avoir dans certains services, on l'a perdu. Et du coup, c'est vraiment bien parce que ça permet de rendre plus efficace finalement l'émulation dans l'organisation. Je peux prendre un exemple tout simple. On a une service planification qui était un petit peu hermétique aux autres services en disant finalement ce qui se passe aux experts ou ce qui se passe en réception, moi ça me concerne pas. Ou moi j'ai du boulot, faut que j'avance sur mes prévisions de vente, faut que j'avance sur le travail sur mes rituels PDP. Et finalement, de se dire, je me coupe du monde parce que je pense que ça me concerne pas. Mais finalement, la planification, c'est central. Et c'est forcément relié à la réception, c'est forcément relié à l'administration des ventes, forcément relié aux expéditions. Donc, forcément, à un moment donné, un problème qui n'est pas partagé peut éclabousser un autre service s'il n'est pas traité dans sa globalité. Donc, en fait, cette approche qui a émergé au fil de l'année, c'est quand un problème arrive, c'est on se pose et on le regarde dans sa globalité. C'est-à-dire vraiment, on essaye de le voir avec tous les prismes de l'équipe. Et c'est assez important de voir à quel point on a pu faire émerger des idées intéressantes autour d'une table quand une problématique est posée, de voir finalement le regard un peu différent de chaque service parce que chacun le regarde avec son prisme et au final, on arrive à trouver des solutions beaucoup plus efficaces sur la durée, quoi.
Donc et ça, je l'ai vraiment ressenti à travers, au début, les retours individuels en tête-à-tête. Et après, en équipe, c'est beaucoup plus ressenti. Bon, chacun a fait tomber ses filtres et on est plus rentré dans du collectif coopératif, en fait. Voilà. Et ça s'est fait au fil de l'eau. Ça s'est fait au fil de l'eau et il y a besoin de donner du sens, il y a besoin de pédagogie, il y a besoin d'y revenir souvent. Enfin, je dis pas que de convaincre mon équipe que coopérer, c'était une évidence. Il a fallu du temps, il a fallu un petit peu de temps et du travail. Ça s'est fait sur le long de l'année. Et on a ce même travail vis-à-vis des autres services où on a besoin de convaincre sur la durée de la pertinence des rituels. Au début, les rituels qu'on a mis en place avec François sur les PDP étaient perçus sous contrainte. Dire, bon, ok, ils veulent faire un rituel, mais qu'est-ce qu'on va y gagner, qu'est-ce que ça va apporter? Et puis finalement, aujourd'hui, c'est une évidence que on leur apporte de la vision, on leur apporte des solutions sur des problématiques, on leur apporte on crée un fil conducteur finalement entre l'opérationnel et le commerce et la stratégie. Et aujourd'hui, il y a des résultats probants. C'est-à-dire qu'on arrive à leur apporter des réponses. Et maintenant, ces rituels-là sont devenus incontournables. Donc, oui. Une dernière réponse et après, on va être obligé de clôturer. Une question d'Hélène sur le fait de comment tu fais des rituels alors que les gens ne sont pas forcément au même endroit. Est-ce que ça marche bien? Le Teams marche bien. Après, j'avoue que je ne suis pas un friand du Teams, parce que pour moi, un rituel d'équipe en présentiel, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sympa. Donc, je force. Enfin, en fait, aujourd'hui, toutes mes équipes sont sur le siège, donc. Tu n'as pas le problème à le faire. Non, aujourd'hui, on peut se voir. On a déjà fait des rituels où des gens sont en présentiel et d'autres en Teams. Donc, c'est vrai qu'on a dû s'adapter par rapport à FNC pour, du coup, créer des ateliers d'animation. Donc, l'anticiper avant, savoir qui est en Teams, qui est en présentiel pour pouvoir créer les bonnes équipes. Après, c'est vrai que le non-verbal est tellement important que je privilégie quand même le présentiel. Mais on a réussi à entretenir des rituels d'équipe par Teams. Enfin, c'est tout à fait faisable, mais il faut créer un mixte. C'est-à-dire, il ne faut pas faire que du Teams, parce qu'au bout d'un moment, on perd la magie du non-verbal au sein de l'équipe. Et pour moi, c'est super important, quoi. Merci beaucoup, Willem. On va clôturer notre webinaire maintenant, puisqu'il est 10 heures. Je crois que François a répondu à quelques questions. En tous les cas, merci de votre participation à toutes et à tous. Vous recevrez par mail donc les éléments que nous avons présentés et un lien vers le replay de ce webinaire. Et s'il y a des questions que vous avez encore, n'hésitez pas à nous questionner. Nous répondrons par mail par la suite. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.